Bonjour et bienvenue. Mon nom est Hélène Mélençon. Je suis conseillère à la direction des communications ici à l'université. Aujourd'hui, la conférence, nous avons 3 panélistes. On va diviser la conférence en 2 parties. Donc, la première partie va être des questions que je vais introduire à nos panélistes et on va discuter là-dessus jusqu'à environ 13h10, 13h15. Et par la suite, il y aura une période de questions. Je vous présente par ordre alphabétique. Et aussi, je voulais vous mentionner, ce sont tous des diplômés de l'Université Laval, donc on est très fiers. Nicolas Bussière, qui est conseiller d'orientation organisationnelle et directeur de Diogène Groupe Conseil. Bonjour. Joanne Pichette, qui est directrice principale acquisition et gestion du talent chez SSQ. Bonjour. Et Annie Remillard, qui est conseillère en emploi ici au service de placement de l'Université Laval. Bonjour. Donc, peut-être vous présenter brièvement. Tout d'abord, Nicolas, peut-être nous dire quelques mots sur la carrière, votre titre aussi. Ça me fait plaisir, Hélène. Alors, Nicolas Bussière, diplômé ici de l'Université Laval en sciences de l'orientation en 96, alors plus de 20 ans déjà, c'est fascinant. En arrivant tout à l'heure, je trouve ça toujours fascinant d'arriver ici là, à l'université, on sent la vie. Alors, conseiller d'orientation spécialisé dans le secteur organisationnel, je pourrais peut-être expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est que la spécialité là, secteur organisationnel. En début de carrière, j'ai travaillé dans des organismes d'employabilité. Alors, dans les carrefours jeunesse-emploi, aider des jeunes adultes, 16-35 ans, à réintégrer le marché du travail, souvent par une démarche d'orientation scolaire et professionnelle. Et par la suite, en 2001, j'ai eu l'opportunité de démarrer une entreprise, Diogène Groupe Conseil. Donc, je suis un des associés fondateurs. Alors, une organisation ici dans la région de Québec spécialisée dans le recrutement et la sélection de personnel, l'évaluation de potentiel, le développement des compétences et la gestion de carrière. Alors, rapidement, c'est mon rôle, peut-être juste ajouter mon rôle. J'interviens principalement là, auprès d'une clientèle très diversifiée. Quand je parle de clientèle, ce sont des organisations, qu'elles soient publiques, parapubliques, privées, de services industriels. Alors, ça me permet d'avoir une vision quand même assez élargie là, du marché du travail. Et mon rôle est vraiment de cibler le potentiel chez les gens et de voir comment ils peuvent se déployer dans une organisation en fonction des besoins de l'organisation pour assurer une performance de chacun. Alors, voilà. Merci, Nicolas. Joanne, à votre tour. Oui, bonjour. Moi, je suis une jeune diplômée de l'Université Laval. Je dis jeune parce que je reste jeune dans mon cœur. De l'Université Laval, donc un bac en administration des affaires et un certificat en gestion de la main-d'œuvre, ce qui n'existe plus, mais je l'ai quand même, alors je vous le mentionne. Je travaille chez SSQ Assurance depuis presque 19 ans. Essentiellement, j'ai toujours occupé des postes de gestion en ressources humaines. Puis, la majeure partie de ma carrière s'est passée dans le développement de programmes d'activités visant le développement, la performance et le bien-être des équipes et des individus. Et depuis 1 an et quelques, je suis responsable d'une équipe de partenaires RH où notre rôle consiste à accompagner nos gestionnaires dans l'acquisition de talents, puis dans la résolution de défis de gestion que nos gestionnaires ont au quotidien. Peut-être mentionner que SSQ Assurance, c'est 2000 employés, syndiqués, non syndiqués, et la dotation du poste, ça concerne tous ces postes-là de toute nature, informatique, actuaire, finance. Il y a beaucoup d'emplois chez SSQ pour lesquels nous sommes sollicités pour la dotation. Avant de travailler chez SSQ Assurance, j'ai travaillé comme consultante en transition de carrière et en recherche de cadre. Voilà. Merci beaucoup. Très intéressant. Annie, de votre côté? Bien, bonjour tout le monde. Moi aussi, également diplômée de l'Université Laval en sciences de l'orientation. En fait, moi, le thème qui a toujours motivé mon intérêt dans mon domaine d'études, c'est l'identité professionnelle. Je me suis toujours questionnée, qu'est-ce qui fait qu'un individu peut être bien dans un milieu? Qu'est-ce qui fait qu'un individu va choisir une entreprise en particulier? Comment il va se développer aussi? Donc, mon rôle au service de placement comme conseillère en emploi, je le résumerai en une phrase, c'est avoir la chance de contribuer à l'intégration puis au développement professionnel des étudiants et des diplômés de l'Université Laval, qui est notre clientèle. Donc, à travers différentes actions, que ce soit à travers des consultations individuelles, des formations, des collaborations en classe avec les professeurs,
Notre souhait, c'est vraiment susciter un intérêt, une curiosité en lien chez les étudiants par rapport à leurs projets professionnels, les inciter à pouvoir les motiver pour qu'ils puissent aller explorer, que ce soit à travers des stages, que ce soit à travers des emplois pour pouvoir développer des compétences, se faire connaître auprès des employeurs. Puis évidemment, notre rôle, c'est des outiller pour qu'ils puissent se trouver un emploi dans des milieux qui font du sens pour lui, pour eux. Donc, c'est vraiment ça. Puis si j'avais à changer de titre de poste, conseiller en emploi, je pourrais qualifier créatrice de sens, donc que l'individu trouve un sens dans son cheminement de carrière. Intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup à vous trois. Donc, le thème de la conférence, comment faire évoluer sa carrière professionnelle, ça nous amène parfois à réfléchir à notre carrière. Si on se posait la question, tous et chacun, est-ce que j'ai un plan de carrière? Est-ce que, avec le plan individuel bien défini pour le soutenir, je crois que plusieurs pourraient dire non. D'ailleurs, est-ce qu'on fait le test? Est-ce qu'il y en a qui ont un plan de carrière autre qu'un CV? Donc, un plan qui se sont développés avec des compétences et... Une? Donc, on voit l'importance d'une conférence comme aujourd'hui. Pourquoi devrait-on, la question va s'adresser d'abord à Joanne, pourquoi devrait-on se soucier de notre carrière et quels avantages cela peut nous apporter? Pourquoi on n'attend pas que l'employeur nous appelle et dise « Hey, j'ai un poste pour toi aujourd'hui. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? » Ben, en fait, je vous dirais, si on ne s'en soucie pas, qui va le faire? Voulez-vous courir le risque que personne ne se préoccupe de votre carrière? Ou pire, qu'on organise votre carrière pour des choix qui ne vous conviennent pas? Donc, il y a un minimum qui nous concerne tout un chacun comme employé de diriger sa carrière, de gérer sa carrière, donc d'avoir un minimum de planification et d'organisation afin de faire des choix cohérents avec ce que l'on est, ce que l'on veut devenir et ce qu'on valorise. Et là, quand on se connaît bien, on peut faire des choix conséquents. Cela dit, c'est cliché ce que je vais dire là, mais c'est vrai, le développement de la carrière, c'est une responsabilité partagée entre les employés, l'entreprise et les gestionnaires. Brièvement, je peux peut-être décliner un petit peu en quoi consistent ces trois responsabilités-là. Oui. Alors, comme employé, je l'ai dit un petit peu, c'est à nous de prendre les rênes de notre carrière, puis de bien se connaître, puis faire des choix cohérents, donc de comprendre qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis déterminer des moments propices aussi pour aller plus vite, aller moins vite dans ces moments-là. En ce qui a trait à l'organisation, sa responsabilité est plutôt de fournir des bonnes pratiques et des outils en matière de développement de la carrière, parce qu'elle aussi, elle a un avantage à avoir du talent, à fournir les outils pour développer le talent dans l'entreprise. Et pour le gestionnaire, c'est sa responsabilité de bâtir des équipes performantes, de faire en sorte qu'il développe le talent dans son équipe pour pouvoir atteindre ses objectifs. De sorte que c'est une responsabilité partagée, mais qui commence par soi-même, qui commence par nous. Nous sommes un produit, dans un sens. Alors, c'est à nous de faire aussi notre marketing, mais ça commence par soi, à mon avis. Merci. Est-ce que Nicolas ou Annie, pour faire du pouce sur ce que Joanne avance, dans le fond, être le maître de sa destinée, hein, c'est un peu ça l'objectif derrière bien planifier sa carrière. Trop souvent, ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'on va arriver à planifier sa carrière quand on vit une insatisfaction, quelle qu'elle soit au travail, une baisse de motivation, une perte subite d'emploi. Alors, à ce moment-là, on va se re-questionner sur où est-ce que je veux me diriger là, sur le plan professionnel. Alors, trop souvent, on s'installe, hein, il y a comme un cycle d'emploi. Hein, on commence dans un nouvel emploi, dans une nouvelle organisation. C'est la lune de miel, tout est beau, tout est nouveau. Par la suite, on va s'adapter. Alors là, on est challengé comme individu. On n'a pas le temps de penser à notre carrière. On est challengé dans le développement de nos compétences. Et là, ben, on devient maître, hein, maître à bord. On est compétent dans notre travail. On est satisfait de nous. Notre employeur est satisfait. Le gestionnaire est satisfait. Et à un moment donné, ben, on a fait le tour du jardin. Alors, ça s'installe tranquillement. Alors là, c'est souvent dans ces périodes-là où on va se questionner sur où suis-je, qui suis-je, et ainsi de suite. Alors, c'est à ce moment-là souvent qu'on va s'installer dans une réflexion professionnelle. Par rapport au pourquoi s'en préoccuper ou s'en soucier, moi, j'ai envie de dire, le travail, la sphère du travail prend tellement d'espace dans nos vies. Ouais. On y met beaucoup de temps, non seulement du temps, mais on y met beaucoup d'énergie. Donc, si ce n'est que pour être capable de mieux doser cette énergie-là,
Je pense que ça vaut la peine de s'en soucier. Puis, c'est sûr que moi, de mon côté, quand on parle de développement professionnel, ce qui est au cœur de ça, c'est le bien-être. Donc, pourquoi s'en préoccuper? Pour votre bien-être, tout simplement, pour que vous soyez bien. Quand on parle de carrière, une carrière, là, c'est une séquence de postes, c'est une séquence d'occasions, de projets. C'est des fenêtres qui s'ouvrent, c'est des fenêtres qui se ferment. Donc, vous avez toujours le choix d'accepter, d'aller ou pas. Donc, le fait de s'en préoccuper, les avantages rattachés à ça, c'est que ça va vous permettre de saisir des opportunités, des possibilités qui pourraient se présenter à vous. Non seulement les saisir, mais même en provoquer des possibilités. Ça peut vous permettre de prendre des décisions éclairées aussi. On peut arriver, vous offrir un projet, d'embarquer sur un comité. Bien, le fait d'avoir réfléchi à « mais pourquoi je le ferais », ça va-tu me permettre réellement de développer les compétences que j'ai envie de développer? Ça fait-tu du sens avec ce que je vois dans ma carrière? L'autre chose aussi, ça peut vous permettre aussi de mieux gérer les changements. Donc, effectivement, quand on choisit un environnement, bien, on choisit une équipe, on choisit un gestionnaire, puis après 5, 10, 15 ans, bien, l'équipe peut changer, le gestionnaire peut changer aussi. Donc, ça peut nous repositionner, nous re-questionner dans notre environnement. Donc, si on a réfléchi à ça d'avance, qu'est-ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qu'on a envie de développer, bien, ça peut nous permettre aussi d'avoir une emprise par rapport à notre et pas être au dépend d'une fin de contrat de travail qui va se terminer. Donc, continuellement se développer son employabilité, si on peut dire. Puis, je terminerai peut-être en disant que je pense que l'idée de s'en préoccuper vous permet aussi de reconnaître tout le parcours que vous avez fait aussi. Le fait de vous arrêter et de dire, regardez, qu'est-ce qui a été fait en amont, où est-ce que vous êtes rendu, puis où est-ce que vous avez envie d'être dans les prochains mois, dans les prochaines années, arriver à vous projeter. Bien, l'idée d'y réfléchir peut vous permettre de ça, de planifier aussi. Très intéressant. Annie, on va continuer avec vous sur la deuxième question. Selon vous, sur quoi repose la mise en œuvre d'un plan de développement de carrière et comment est-il construit ce plan? Sur quoi repose la mise en œuvre d'un plan de carrière? Bien, je dirais deux choses sur un engagement. Un engagement individuel, mais aussi, évidemment, un engagement collectif, organisationnel, mais d'abord et avant tout individuel. C'est vraiment un engagement. Et moi, j'ai envie de vous dire de voir, de réfléchir comme étant vous le projet à développer. C'est pas la carrière que vous voulez développer, mais plutôt vous comme individu. C'est vous qui êtes un projet en devenir. Et le fait de le voir comme ça va vous permettre de mieux identifier vraiment les compétences, les qualités qui pourraient vous faire grandir, vous faire saisir des opportunités, vous faire offrir des opportunités. Parce que, en tout cas, selon moi, pour faire évoluer sa carrière, bien, ça passe par le développement des compétences puis le développement d'un réseau aussi. Ça va vous permettre de saisir des opportunités, vous faire connaître aussi beaucoup. Puis le fait de vous voir comme étant un projet, vous en devenir, bien, vous allez voir que vous allez être influencé par vos expériences, vous allez être influencé par l'environnement dans lequel vous êtes aussi. Vous allez vous découvrir ou vous redécouvrir. Vous allez être influencé par vos erreurs, par vos réalisations aussi. Donc, des fois, j'ai envie de vous dire, un plan, mettre en œuvre un plan, ce n'est pas nécessairement regarder la finalité. Je veux avoir ce poste-là, mais plutôt le processus pour se rendre. Puis vous allez souvent vous rendre compte, puisque moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « j'avais un plan, mais c'est pas du tout ça qui est arrivé », mais c'est souvent ça qui arrive. En fait, avoir un plan, ça vous simplement vous mettre en action, ça vous permet de rencontrer des gens, développer d'autres compétences, puis il peut arriver d'autres opportunités que vous n'auriez pas vues. Donc ça, je pense que c'est la base. Fait que finalement, au lieu du développement de carrière, c'est plutôt un développement de soi. L'individu est vraiment au cœur, puis c'est lui qui évolue dans sa carrière, finalement. Puis, comment le construire? J'irai sur 3 axes. Par d'abord une réflexion, une exploration, puis un passage à l'action. Donc, on ne peut rien faire si on ne prend pas le temps de s'arrêter. Dire qui je suis, c'est quoi mes qualités, mes intérêts, mes valeurs. Puis ça, on le sait tous, ça, on l'entend, mais ce temps-là, on ne le prend pas souvent. Mais combien ça peut être riche aussi de prendre conscience de ça. Donc, prendre conscience de vos compétences, de vos qualités actuelles. Puis je vous dirais même de réfléchir au thème. Le travail, ça signifie quoi pour vous? On peut avoir tous une définition différente du terme travail. On a tous
des raisons différentes de venir travailler. Donc ça, d'abord, respecter ses propres raisons et les connaître, qu'est-ce qui fait que je suis ici. Puis qu'est-ce que le travail vient nourrir comme besoin chez moi? J'ai-tu un besoin de sécurité, d'accomplissement? Quand on parle d'évoluer, est-ce qu'on peut évoluer de façon horizontale, de façon verticale? On peut évoluer à l'intérieur de notre unité. On veut-tu évoluer à l'extérieur aussi? Donc, c'est tout. Quand on parle de réflexion, là, c'est tous ces éléments-là. Quand je parle d'exploration, ben j'entends là d'être curieux, poser des questions, de vous informer, par exemple, est-ce que vous voulez vous développer au niveau de votre unité? C'est quoi les défis à venir prochainement dans votre unité? Au niveau de d'autres départements, c'est quoi les enjeux? Ça va être quoi les besoins? Y a-t-il des départs en congé de maternité, des retraites bientôt? Être au courant des possibilités possibles. Et au niveau de l'action, je terminerai peut-être avec ce troisième volet-là, je pense que ce qui est important, encore là, je reviens à l'importance du réseau. Vous l'avez sans doute déjà entendu, en développement de carrière, on est mieux de connaître quelqu'un que de connaître quelque chose, des fois. Donc, l'idée de connaître des gens, comprendre qu'est-ce que les milieux recherchent, puis informer de nos idées, de nos projets, dire « Ah, ben moi, ça m'intéresserait. S'il y a quelque chose qui s'ouvre dans ton département ou dans tel milieu, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. » Donc, puis de ne pas hésiter à ouvrir les horizons aussi, de regarder, oui, ce qui se fait à l'Université Laval, mais de voir un peu à l'extérieur de l'Université Laval mon profil, à quoi qui pourrait correspondre aussi. Et c'est pas toujours dans l'intention de changer de carrière, c'est pas ça. On veut pas nécessairement, au contraire, ça peut venir juste vous confirmer que, hey, j'étais à un bel endroit, j'ai ce que je retrouve dans ce milieu-là. Donc, c'est simplement nourrir cet élément-là. Puis au final, une fois que vous allez faire votre réflexion sur qui vous êtes, les possibilités qui sont à vous, les rencontres que vous allez faire, bien là, vous allez être en mesure de dire, OK, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi les compétences que j'ai envie de développer? C'est quoi les milieux que je devrais démarcher ou commencer à connaître, à mieux connaître? Puis quelles seraient les actions que je pourrais mettre en place ou les initiatives que je pourrais prendre pour aller répondre ou atteindre mes objectifs que je vais m'être fixés? C'est un peu ça que je dirais au niveau de la mise en place d'un plan. Merci, c'est fort intéressant. Nicolas, Joanne, vous aimeriez compléter? Très bien résumé, Annie. Vraiment, là, c'est toutes les facettes que tu parles, elles sont très importantes. Dans le fond, la mise en œuvre d'un plan de carrière, c'est vraiment d'en arriver à un objectif optimum de bonheur au travail à la fin. Hein, c'est d'être bien dans ce qu'on fait sur le plan professionnel. Hein, quelqu'un disait un peu plus tôt, là, le travail, c'est pas juste un gagne-pain. Hein, c'est vraiment le lieu pour exprimer son potentiel et mettre en place là, ses compétences. J'aime bien le concept de flow, d'expérience optimale qui fait référence au bonheur au travail. Dans le fond, il y a 2 points importants pour atteindre un certain bonheur au travail. Il y a une question de valeur personnelle à l'égard des valeurs organisationnelles. Est-ce qu'il y a un minimum, un alignement entre les deux? Et ça, c'est fondamental pour être bien dans un emploi. Par la suite, il y a toute la notion de tâches qu'on nous fait faire versus les compétences que je maîtrise. Alors, si je n'ai pas les habiletés pour réaliser les tâches qu'on me demande, nécessairement, il va y avoir un écart qui va s'installer et malheureusement, un malaise va s'installer. Alors, c'est vraiment dans ces 2 notions-là qu'il faut s'assurer, là, juste de vous poser la question face à votre travail en ce moment, ça peut être très questionnant là, comme situation. L'autre aspect peut-être que j'ajouterais avant de laisser la parole à Joanne, c'est que Joanne faisait référence un peu plus tôt, hein, la mise en œuvre d'un plan de carrière, c'est vraiment une responsabilité partagée. Trop souvent, moi, je vois des gens en emploi qui attendent que l'employeur prenne en charge son propre développement. Alors, à partir du moment où on a ce phénomène-là qui s'installe, il y a une forme de déresponsabilisation individuelle qui s'installe. Et là, c'est la personne elle-même qui en est la première victime parce qu'on risque de l'amener là où elle ne veut pas vraiment aller. Alors, pour faire référence à ce qu'Annie mentionne, plus on est grondé sur ses habiletés, ses intérêts, ses propres valeurs, plus on sera en mesure de se projeter sur le marché du travail en fonction de ses caractéristiques personnelles-là. Qu'ajouter de plus à ce que mes 2 collègues viennent de mentionner? Mais puisqu'on m'a posé la question et que j'ai fourni une réponse, je vais vous la donner aussi.
plus succincte et parce que tout a été dit, mais un plan repose sur deux éléments plus fondamentaux. La structure, c'est-à-dire qu'il faut se donner un minimum de structure avec des objectifs réalistes et motivants qui nous parlent à nous. Ce sont nos objectifs, ce pas les objectifs des autres, c'est nos objectifs. Donc, motivant, réaliste, avec des moyens réalistes aussi, avec des échéanciers pour faire le point avec des jalons, dire, c'est encore le bon objectif? Est-ce le bon moyen pour atteindre cet objectif-là? Alors ça, c'est la structure, d'une part, mais l'autre élément, et ça rejoint beaucoup ce que mes collègues ont dit, c'est la prédisposition que nous avons, nous, au développement, qui, essentiellement, je résume avec 5 éléments. D'abord, la réflexion sur soi, l'introspection. Est-ce qu'on est en mesure de prendre du recul, de s'autocritiquer, d'être ouvert au feedback, d'en demander, bref, de se regarder avec un petit peu plus de rationalité pour mieux se connaître, puis faire une introspection juste. La confiance en soi aussi. Est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on s'aime suffisamment, puis on a confiance en nous? Fait que l'estime et la confiance en soi pour atteindre nos objectifs réalistes que nous nous sommes donnés. Il y a aussi le soutien de l'environnement, vous en avez parlé aussi, et la lecture de l'environnement. Le soutien de l'environnement, est-ce qu'on a de l'aide de nos conjoints, notre conjoint, nos parents, notre gestionnaire? L'environnement, c'est important de savoir qu'on a du soutien par rapport à ça. Le contrôle perçu que nous avons sur ce qui nous arrive. Ai-je du pouvoir sur ce qui m'arrive ou ce qui va m'arriver? Pour pas que je sois une victime et que je me dise non, c'est pas de ma faute. Mais qu'est-ce qui me revient? Ce dont j'ai du pouvoir, ce dont je suis imputable et responsable. Et enfin, la motivation. Est-ce que je suis motivée par ce projet? Parce qu'effectivement, c'est plus un projet. Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Et sais-tu le bon timing dans ma vie pour faire ça? Donc, je récapitule. C'est vraiment l'introspection, réflexion sur soi, confiance en soi, soutien de l'environnement, contrôle perçu et motivation. Alors, quand tout ça est là, prédisposition au développement, avec un plan structuré, puis qu'on sait ce qu'on veut, l'affaire est ketchup. Tout à fait. Ouais, c'est Je suis bien ça. d'accord. J'ajouterais peut-être à ça, Joanne, un peu de moutarde. Dans le fond, on dit que c'est important pour l'individu de se responsabiliser par rapport à son propre plan de carrière, assurément. Mais on a dit aussi que c'était une responsabilité partagée. Alors, l'organisation, le gestionnaire a aussi une responsabilité. Oui. À partir du moment où nous sommes dans une organisation, on vit vraiment une guerre de talents. Et la guerre de talents, une des façons pour s'en démarquer comme organisation, c'est vraiment en accentuant sur le développement de ses compétences. Qui dit développer les compétences de nos joueurs, nécessairement, moi, il y a un terme qui m'arrive rapidement en tête, c'est le plan de l'EPDI, ce qu'on appelle, nous, l'EPDI, le plan de développement individuel. Alors, il y a différents types de plans de développement. On peut développer des compétences pour devenir éventuellement gestionnaire. Ça peut être un plan de développement plus technique où l'on va vraiment accentuer sur des connaissances spécifiques, ou ça peut être carrément un plan de redressement. Un individu qui est en insuffisance de compétences dans son rôle, on accentue sur certaines compétences pour le mettre à niveau. Alors, ce PDI-là, c'est l'organisation qui en est responsable via son gestionnaire, et c'est vraiment le rôle du gestionnaire d'en être le propriétaire de ce plan de développement-là pour de revenir vers son collaborateur et bien l'accompagner, s'assurer que le plan de développement là, est bien mis en action. Justement, quand on parle de plan de développement individuel, de réflexion, d'exploration, on pourrait se poser la question, quelles seraient les pistes d'action ou les réflexions à suggérer pour élaborer un plan de carrière? Avez-vous des conseils que vous pourriez partager avec nous? Je vais me lancer. Je cherche le mot. Je vais me lancer, mais vous renchérirez. Des pistes pour que ça soit, qu'on avance, qu'on réalise. Qu'on réalise. On a parlé de de réflexion, on a ouais. parlé d'exploration, on a parlé de plan de développement. Moi, je vous dirais que, puis on en a parlé, Annie, tu l'as abordé, je viens de passer au-dessus, tu m'excuseras. À la fois, un plan est structuré pour pas nous éparpiller et pour pas trop nous égarer de l'objectif qu'on s'est fixé, mais à la fois flexible pour pouvoir saisir les opportunités qui pourraient se présenter, ou finalement le moment de vie, il y a des choses qui se passent dans notre vie, puis c'est plus le moment, soit qu'on ralentit notre projet ou qu'il est influencé. Donc à la fois, s'assurer que notre plan, il est structuré, mais flexible à la fois, et donc ça veut dire des temps d'arrêt, des temps de réflexion. Je suis à la bonne voie, ça me tente-tu encore? Alors, c'est le meilleur conseil, je pense, que je pourrais donner à ce stade-ci. Merci. Annie, vous avez écrit un livre, Au travail, ça roule, avec des co-auteurs, je vais juste les nommer, Vicky Ballumeur, David Lamotte, Marie-Hélène Larouche et vous-même, qui sont également des gens du service de placement.
Je me trompe? Effectivement. Tous on est 4 conseillers en emploi qu'on a réfléchi sur la question du bien-être au travail. En fait, moi, concernant des pistes de réflexion et d'action, c'est sûr que si je peux vous encourager à explorer, à vous partager cette piste de réflexion et d'action-là. En fait, puis je tiens, en lien avec la conférence aujourd'hui, jamais que j'aurais pensé dans ma carrière écrire un livre, je peux vous le dire. C'était pas dans mon plan de carrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, je réalise pourquoi je l'ai fait ou pourquoi j'ai eu l'opportunité de le faire. C'est parce que c'est en lien avec ma mission de vouloir sensibiliser, responsabiliser puis outiller des gens comme vous qui souhaiteraient s'intéresser ou réfléchir à leur carrière. Donc, ça fait vraiment du sens pour moi. Et à travers le livre, vous allez voir, on s'est fait un plaisir de faire l'analogie entre le projet professionnel et un voyage à vélo. Donc, dans le livre, vous allez retrouver notre concept. Donc, nous aussi, on partage l'idée que c'est une question, une responsabilité partagée entre l'individu, l'organisation, votre équipe de travail aussi, et tout ça se tient ensemble. Et on met l'individu au cœur. C'est vous qui choisissez d'embarquer sur le vélo. C'est vous qui pouvez choisir de ralentir, d'accélérer. On ne choisit pas toujours la gang avec qui on va rouler, donc les gens de notre peloton. Et aussi, des fois, on embarque dans le peloton, dans l'équipe, on a un encadreur, donc on a un gestionnaire, un leader qui nous guide. Après ça, bien, l'encadreur peut changer aussi. Quand on roule, on décide de partir, on n'a pas toujours le contrôle sur l'environnement dans lequel on va rouler. Donc, les défis, les obstacles qu'on peut rencontrer. Bref, tout ça, cette réflexion-là, écoutez, ça nous a pris un gros 3 ans pour réfléchir. On a fait travailler fort notre équipe au service de placement pour se challenger nos éléments qui, selon nous, sont des éléments, des facteurs essentiels pour le bien-être au travail. Donc, à travers ce livre-là, c'est une opportunité de faire une réflexion personnelle sur les différents axes aussi, se questionner autant sur le plan ma responsabilité, moi comme personne, au sein de mon équipe, dans mon organisation, identifier ce que j'ai de besoin, moi, comme individu. Mais aussi, à travers le livre, on a voulu que ça soit un livre aussi pour les gestionnaires. Donc, il y a la minute de l'encadreur dans lequel les gestionnaires peuvent être outillés pour, justement, comme on disait, appuyer cette démarche-là auprès de ses employés, les aider dans leur développement professionnel. Fait que c'est l'outil, la piste de réflexion que j'avais envie de partager. J'aime beaucoup l'image du vélo. Vraiment intéressant. C'est intéressant. Hein? Oui. La carrière, on est en mouvement. Oui, tout à fait, ça roule. Ça roule. J'ajouterais à ça, écoutez, je fais partie d'un ordre professionnel, les conseillers d'orientation. Moi, j'ai le goût de vous dire, faites-vous accompagner. Restez pas seul dans cette réflexion-là. Hein. On est tous humains. Hein. Dans cette démarche d'introspection-là, souvent, on n'est pas entièrement objectif avec nous-mêmes. Notre conjointe l'est pas également, veut nous faire des choses peut-être là qu'on n'a pas nécessairement le goût, qui sont pas nécessairement alignés avec notre propre profil. Donc, faites-vous accompagner par un conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation, c'est vraiment un spécialiste de la relation dynamique entre l'individu, la formation et le marché du travail. Et à la lumière de ces réflexions-là, ben, de vous installer dans une forme de bilan de compétences. Hein. Jusqu'à maintenant, dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences? Et en fonction de mes intérêts, motivations, qu'est-ce que j'ai le goût de développer à nouveau? Alors, ça devient un beau moyen de repropulser sa carrière, si on veut. Merci, Nicolas. On va continuer avec vous. Notre prochaine question. À la lumière de ce que vous nous avez tous, les trois, dit par rapport aux démarches que doit faire la personne, on comprend que cela nécessite une bonne connaissance de soi. Il faut d'abord se connaître soi-même avant de pouvoir avancer. Pourriez-vous nous proposer des façons qui permettent justement de mieux se connaître? Oui, il y a des tests, mais il y a des fois de la réflexion, d'obtenir une perception juste de mon profil. Qui je suis? Est-ce que je suis vraiment ce que je reflète ou je suis autre chose, des compétences insoupçonnées? Puis des fois, ça peut être notre employeur aussi, notre supérieur immédiat qui pourra avoir un regard sur nous. Oui, tout à fait. Ce matin, avant de venir sur l'heure du midi avec vous, je présentais les résultats d'une évaluation de potentiel à une candidate que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Rapidement, une évaluation de potentiel, c'est une journée complète de tests. On va utiliser une gamme diversifiée d'outils pour voir si un individu possède bien le profil et les compétences pour un poste donné. Alors, on va utiliser différents types de tests. Là. Je ne veux pas m'égarer, là, mais il y en a plusieurs. Il y a des inventaires de personnalité, il y a des tests d'intérêt
d'intérêt, il y a des tests d'aptitude, il y a des tests d'habileté cognitive, il y a des tests situationnels. Alors, à la lumière de l'ensemble de ces outils, on dresse le portrait d'un individu. De façon générale, les gens se connaissent assez bien, mais on est un peu comme ça. Hein? On n'a pas une vision d'ensemble de notre profil. Alors, d'effectuer des tests, de se faire accompagner comme ça ou d'avoir le feedback, la rétroaction d'un gestionnaire ou d'un proche nous permet là, de vraiment d'avoir une vision plus globale de notre profil. Merci. Je vous encourage à multiplier vos sources d'informations sur vous, bien sûr par vous-même, mais multiplier. Puis chez SSQ, pour vous parler un petit peu des pratiques à cet égard, pour donner de l'information sur qu'est-ce qu'on perçoit de l'individu. D'abord, il y a les tests à l'embauche. Pour tout individu, on fait passer des tests de personnalité, entre autres, et on se fait un devoir de donner les résultats des tests pour que la personne comprenne bien, on t'a embauché au regard de ce que tu es comme personne et ce que tu pourras faire, comment tu pourras contribuer dans l'organisation. Alors ça, on le fait. Ou quand il y a des nominations puis qu'il y a des évaluations de potentiel aussi, donc on le fait. Cela dit, on met aussi à la disposition des gens un portail qu'on a appelé « Mon parcours, mon avenir », dans lequel tout un chacun peut faire un bilan de sa carrière. Et le bilan repose sur une évaluation de ses forces ou de ses talents naturels. Le talent naturel, c'est ce qu'on a. On est né avec un talent naturel. On n'a pas besoin de forcer de la face quand on fait ça avec un talent naturel. Les compétences acquises, les pistes de développement, les blocages, par exemple, comme parler en public, les angles de carrière, les sources de satisfaction, d'insatisfaction. Vous voyez tout le topo. Donc, c'est un portail qu'on met à la disposition de nos employés pour qu'ils puissent bien se connaître en répondant à des questions. Comme tu le disais aussi, Nicolas, le feedback des gestionnaires, le feedback des collègues. En fait, multiplier les sources, bien sûr, c'est une chose. Puis en plus, chez SSQ, ce qu'on veut faire, en plus d'encourager nos gestionnaires à avoir des dialogues fréquents, réguliers, donner du feedback constructif, utiliser des techniques de coaching aussi pour conscientiser les gens sur leur propre développement, mais on veut mettre un processus plus structuré de revue de talent. Donc, c'est en cours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a élaboré des principes directeurs entourant notre gestion stratégique des talents et comment va se faire la revue de talent. Autrement dit, un employé pourra parler de lui, dire, moi, c'est comme ça que je me vois, voici mes intérêts, voici mes ambitions. Le gestionnaire va parler de son employé et tout ça va se faire aussi dans un exercice de calibration où on va jaser des employés autour d'une discussion. Puis on va partager, si on a des perceptions, on va partager ensemble qu'est-ce qu'il en est pour parler vraiment de notre bassin de talent de façon transparente. Alors ça, c'est ce qui est prévu au cours des prochaines semaines, ça va être mis en place. Bon, c'est comme ça qu'on va pouvoir donner aussi une rétroaction aux employés de ce qu'on voit chez l'individu. Votre portail, j'imagine, juste pour les employés? Le portail, oui. Le portail est pour tous les employés. Non, il est ouvert au public? Le portail, oui, mais la revue de talent, on va y aller par segmentation. Okay. Oui. On ira voir ça. Oui. Mais, OK, tous les employés chez SSQ. Chez SSQ. Oui. Assuré, ça compte pas, ça? Non, ça marche pas. Dans le nouveau plan stratégique de l'Université Laval désire, entre autres, axer sur le développement des compétences de ses ressources humaines par rapport à ce que vous connaissez, vous trois, ou aussi à ce qui a été mis en place dans votre organisation respective, Annie, plus pour l'Université. Quelles seraient les meilleures stratégies à utiliser du point de vue organisationnel pour aider au développement des compétences? Joanne, vous avez fait référence au portail, oui. La revue de talent. Il y a plusieurs choses, mais au départ, je pense que c'est de s'assurer de l'adéquation entre les besoins de l'organisation conformément à sa stratégie d'affaires, vers où on veut aller, de quelles compétences on a besoin pour aller là et permettre le développement des compétences. Alors s'assurer que l'adéquation entre les besoins de l'organisation et les ambitions des individus qui composent l'organisation, pour que les deux puissent se développer de façon efficiente et efficace. Alors, ça part de là. Et ensuite, là, c'est plus tactique. Qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser le tout? Nous, on a décidé d'un portail. On va faire de la revue de talent. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je parle des compétences. On parle beaucoup de compétences. Lesquelles, précisément, qu'on doit développer? Chez SSQ, on a des référentiels de compétences pour lesquels dire, pour un poste de vice-président, c'est sûr que la compétence vision stratégique est importante. Est-ce qu'on l'a? C'est à nous de le voir. Pour des postes de professionnels, c'est peut-être d'autres compétences, mais si on veut gravir des échelons, puis si on veut prendre d'autres postes, on sait vers quoi, quelles seront les compétences qui seront sollicitées normalement dans ce poste-là. Ça peut nous aider à bâtir notre plan de développement en conséquence. Ou bien dire non, moi je reste
comme professionnelle, parce que c'est cette compétence-là que je maîtrise, je suis bien là-dedans et j'ai regardé tous les autres aspects de ma carrière et c'est vers ça que je veux continuer de me diriger. Donc, essentiellement, ça tourne autour de ça. C'est intéressant. En ce moment, on vit vraiment une guerre de talents. Qu'est-ce que ça veut dire, une guerre de talents? C'est qu'il y a vraiment un fossé qui s'est créé entre, c'est la loi de l'offre et demande carrément. Il s'est créé un fossé entre les compétences disponibles, alors ça c'est nous comme travailleurs, et les demandes des employeurs. Alors il y a plusieurs phénomènes qui créent ce fossé-là. Les générations, les baby boomers qui partent massivement à la retraite, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est maintenant que ça se passe. Il y a aussi la complexité du marché du travail. De plus en plus, chacun des postes devient de plus en plus précis. On a besoin de connaissances très, très, très spécifiques qui sont de plus en plus difficilement transférables d'un secteur d'activité à l'autre. Alors, tout ça crée une guerre de talents. Et la recette, je crois sincèrement que la recette pour gagner cette guerre de talents-là, c'est de faire évoluer le mode de gestion. Passer d'un mode de gestion des ressources humaines à un mode de gestion davantage qu'on pourrait nommer du capital humain. Alors, ressources humaines, ressources, ça fait référence à bien consommable. C'est un peu le consommer jeté. Alors que le capital humain, on parle davantage d'investissement, de développement. Alors, pour l'organisation, c'est vraiment d'en arriver à cette philosophie de gestion-là pour faire évoluer là, ses employés. Si vous me permettez, je voudrais renchérir sur ce que tu dis, Guy. Ben oui, certainement. Chez SSQ, d'ailleurs, on a aussi parlé du leader d'aujourd'hui. On avait un leader d'hier, là maintenant on a un leader d'aujourd'hui, parce que le leader d'hier était plus transactionnel et traditionnel. Alors là, on veut vraiment mettre l'accent sur le développement des talents, sur le mode coach, faire en sorte qu'un gestionnaire n'est plus nécessairement l'expert qu'il était lorsqu'il a été nommé gestionnaire. C'est un développeur de talent, c'est quelqu'un qui va ouvrir des portes, favoriser l'enrichissement de connaissances et qui va être en mode coach. Alors ça, c'est vraiment important ce que tu dis. C'est vers ça que tendent les organisations, c'est vers ça que nous tendons. Bravo. Et ça va laisser la place aux gens d'utiliser leur expertise et d'utiliser leurs compétences et davantage les développer. Fait que ça repose beaucoup là-dessus aussi, effectivement, sur une gestion différente des ressources. Tout à Très fait. intéressant. Et le rôle de gestionnaire devient différent. Le gestionnaire n'applique plus une convention collective. Trop souvent, c'est ce que je vois, moi, dans mon quotidien. Le gestionnaire, il applique la convention. Il s'en va vraiment davantage dans le développement de ses ressources. Alors, c'est quoi les forces? C'est quoi tes aspirations professionnelles? Tu es là en ce moment. Si je te donne un projet X, comment ça va te permettre de te développer pour bien évoluer dans notre organisation? On veut que cette personne-là grandisse dans notre organisation et c'est là que ça prend tout son sens. On parle vraiment de rétention de personnel. Moi, j'ai envie de parler à titre de professionnel à l'Université Laval. Aussi à l'Université Laval, là, ils viennent de déposer leur nouveau plan stratégique aussi. Donc, ce que moi, je trouve intéressant dans la présentation, c'est j'ai l'impression que, je pense, la direction de l'Université Laval prend conscience qu'effectivement, quand on parle de développement des compétences, c'est une responsabilité partagée. Si on parle juste du thème vivre ensemble, se construire, se développer ensemble, ça, je pense que c'est quand même une vision aussi qui semble être là aussi, une volonté. J'ai retenu 2 points dans le plan stratégique qui étaient soutenir et outiller les gestionnaires. Je pense que ça, c'est ça, d'aller dans cette voie-là, parce que c'est pas si évident que ça d'accompagner des employés dans le développement de leurs compétences. Donc, comment on le fait et quand on le fait aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Si tu me permets, Annie, à l'université, il y a un bout aussi qui n'est pas facilitant ici. Il y a un piège. Souvent, le gestionnaire départemental, c'est un professeur. Le professeur, lui, sa source de motivation première, c'est le développement de la compétence, bien souvent, la transmettre, cette connaissance-là. Alors, de le transposer en mode gestionnaire où il est accentué davantage sur le développement de ses ressources à l'interne, moi, je vois là un enjeu important pour l'université. Les accompagner là-dedans. Puis, en termes, l'autre point aussi que j'ai noté, mobiliser le plein potentiel du personnel. Donc, moi, dans les meilleures stratégies, j'ai envie encore d'encourager la direction de l'Université Laval à créer des opportunités, qu'on puisse se rencontrer, échanger avec d'autres personnes de département aussi. Donc, profiter des parties de Noël pour qu'on puisse se mélanger, mieux se connaître aussi. Favoriser aussi la collaboration. Donc, on parle de passer de silo à réseau. C'est là que je trouve intéressant parce que travailler ensemble, on peut mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe
dans les autres départements aussi, puis comment ça se passe. Puis s'y voir, peut-être qu'on pourrait se voir dans ce département-là ou se projeter dans d'autres unités aussi. Donc, découvrir les possibilités, ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Favoriser aussi le volontariat, le bénévolat, encourager les employés à participer à différents comités. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré des professionnels qui étaient bénévoles pour la campagne « Sans oui, c'est non ». Donc, c'est intéressant. En même temps, ça peut permettre de nourrir aussi cette idée-là de vouloir sensibiliser, faire de la promotion sur des enjeux qui nous tiennent à cœur comme professionnels. Et en même temps, ça nous permet de connaître d'autres mondes aussi. Donc, c'est un peu ces stratégies-là que j'ai envie de dire. Si vous me permettez, je trouve ça intéressant de parler de formation ou d'apprentissage ailleurs que de la formation en classe. Exact. Parce que souvent, on attend que notre employeur nous paye des formations. Puis on en paye la formation chez SSQ, on en paye, on perd des cours d'anglais, tout ce qui est ordre professionnel, formation continue. Mais n'oublions pas que le meilleur apprentissage, c'est dans l'action. Lorsqu'on le fait, on le retient plus. Donc, chez nous, on veut favoriser davantage par plus de mobilité, permettre aux employés de faire des stages, de participer à des comités, puis de faire en sorte que les gens voient qu'à travers ces activités-là, on apprend et on retire encore plus même cette quoi. Fait que c'est la volonté, on dirait que les entreprises maintenant tournent vers ça. Alors, chez nous aussi, c'est comme ça, effectivement. Fascinant. On assiste en ce moment vraiment à une 4e révolution au niveau industriel. Hein? C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va amener des bouleversements vraiment importants sur le marché du travail. Hein? Toutes les tâches qui peuvent être automatisées vont le devenir. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître carrément, d'autres apparaîtront. Mais dans ce contexte-là, on peut s'attendre à avoir 15, 20 transformations professionnelle dans notre carrière. Hein. C'est plus vrai, là, comme certains de nos parents, où on entrait dans un poste donné, 25 ans après, on avait notre montre en or et par la suite, on se préparait à la retraite. Aujourd'hui, c'est très, très, très différent. Alors, il faut être prêt. L'organisation doit être prête à mieux outiller, mieux former ces gens, mais l'individu aussi doit être prêt à plus de flexibilité pour bouger là, d'un endroit, d'un poste à l'autre en fonction des besoins des marchés, en fonction de l'évolution des équipements, de l'intelligence artificielle. Alors, cette flexibilité-là, au niveau de la main-d'œuvre, est importante également, il faut le souligner. Si je peux me permettre de prendre un chapeau panéliste, il y a aussi tous les webinaires qui existent en ligne qui sont vraiment intéressants, ou les MOOC aussi qui sont présents à l'Université Laval depuis quelques années déjà. Donc, des fois, il y a des MOOC, des formations en ligne qu'on peut aller prendre qui ne coûtent rien. Ça peut être des fois sur l'heure du midi ou même des fois sont rediffusés. Alors, c'est une façon, des fois, d'aller chercher des informations ou des connaissances complémentaires, qui sont disponibles, oui, complémentaires. Je passerai à une dernière question avant de passer à la question de l'audience. Vous avez tous accompagné des gens dans des développements. Vous avez eu à en rencontrer beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez vues? Oui, il y en a toujours qui arrivent, ils ont déjà comme un plan déjà établi, ils ont mentionné leurs compétences, ils connaissent leurs intérêts, ils savent exactement les cibles qu'ils aiment et tout ça. On appelle ça des personnes bien préparées. Et c'est probablement tout ce que vous allez faire cet après-midi en arrivant à votre bureau, prendre l'ordinateur, ce soir, cet après-midi, moi, ce soir, donc de commencer à travailler là-dessus. Mais est-ce que vous avez déjà eu des gens dans votre carrière, vous avez rencontré? Peut-être un exemple chacun, quelqu'un qui vous a marqué. Des fois, ça va être quelqu'un qui est très timide, qui finalement a des belles compétences parce que la personne s'est ouverte. Est-ce que... Annie, tiens, on va commencer. C'est difficile parce que j'en rencontre. Il y en a beaucoup. C'est ton travail au quotidien, de diplômés. Mais j'aurais envie de plus axer sur, je pense, qu'est-ce qui les distingue, ces gens-là, c'est qu'ils choisissent de créer une vie qui les inspire, en fait, à leur couleur. C'est des gens qui vont des fois chercher des mentors aussi. Ça, c'est souvent dans des stratégies que je vois que ça permet de maintenir une motivation, d'être flexible, d'ouvrir un autre réseau aussi. L'autre élément que j'avais aussi, c'est des gens qui restent curieux, qui restent informés. Moi, d'ailleurs, quand un diplômé m'appelle pour me dire « Hey, j'ai trouvé ma job », je lui dis « Oublie pas de rester informé de ton domaine d'études, de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver aussi. » Et ça se peut soit qu'il y ait une fin de contrat, mais ça se peut que toi-même, tu aies envie de bouger. Fait qu'il ne faut pas attendre d'être dans le trouble pour commencer à savoir où chercher, où trouver. Donc, c'est ça, c'est des gens curieux qui sortent. Moi, il y a peut-être deux éléments qui m'ont frappé, puis je n'ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait un peu. Des gens qui font preuve d'humilité, c'est-à-dire des gens qui disent
c'est vrai, j'ai quelque chose à améliorer. Alors, comment voulez-vous atteindre un objectif si vous pensez que vous n'avez rien à améliorer? Donc, des gens qui acceptent de dire, c'est vrai, j'ai ça à améliorer. Mais cela dit, c'est là l'autre problème. Faut pas partir faut pas améliorer des choses qui sont inatteignables. Mettez peut-être l'emphase plus sur vos talents naturels que sur des pistes de développement qui sont, je vais prendre un exemple. Demandez pas à un marathonien de devenir un sprinter. C'est pas dans ses forces naturelles. Il va peut-être devenir un peu meilleur, mais il pourra jamais être un marathonien. Il va s'essouffler et vice-versa. De sorte que si vous êtes un marathonien, regardez vos forces de marathonien. Si vous êtes un sprinter, regardez vos forces de sprinter. Vous allez pouvoir passer de bon à excellent au lieu de pas bon à pas pire. Là. Alors, c'est ce que je veux dire. Alors, ça demande une introspection. Et les gens qui ont réussi, ils avaient cette capacité-là. Donc, l'humilité et de bien se connaître aussi, c'est un gage de succès. Intéressant, oui. J'ai en tête quelques exemples qui me viennent là, d'individus que j'ai accompagnés à un moment ou à un autre là, de leur carrière. Entre autres, une technicienne en santé et sécurité au travail qui, via un programme de sélection, a été placée dans une organisation cliente. Elle a gravi les échelons à la suite de s'être formée au niveau universitaire, ici à l'université, bien sûr. Elle est allée chercher un certificat en gestion des ressources humaines et est allée chercher des certificats complémentaires pour compléter un bac multidisciplinaire. Puis bien, aujourd'hui, cette personne-là est rendue coordonnatrice et c'est la relève pour le poste de direction des ressources humaines dans l'organisation. Alors, voyez-vous, là, on assiste vraiment à une belle gradation au niveau de la carrière. Inversement, récemment, j'ai rencontré un enseignant dans un établissement scolaire, un enseignant qui était sur le point carrément de perdre son travail parce que ça va pas bien. Beaucoup de plaintes de la part de la clientèle pour X raisons. Il n'est pas à sa place. Dans le fond, mon mandat au départ était d'accompagner l'enseignant à développer certaines habiletés qui avaient été identifiées là, par des évaluations psychométriques. Mais très rapidement, on est arrivé à la conclusion, l'enseignant et moi-même, qu'il n'était tout simplement pas à sa place. Alors, le programme s'est glissé vers un programme de transition de carrière où il recommence une nouvelle voie là, dès septembre prochain, ici, toujours à l'Université Laval, incroyable, où il sera davantage là, dans son flow, aligné à ses intérêts premiers, à ses sources de motivation et ses habiletés. Là. Merci beaucoup pour vos interventions. Maintenant, je passerai la parole à vous. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour l'un ou l'autre des intervenants?